Bonjour et bienvenue à l'émission. Ici Vanessa Ross, votre animatrice. Aujourd'hui, on reçoit le service de la police de Laval, M. Stéphane Pilon. On reçoit aussi dans le même esprit l'Association des travailleurs en signalisation routière qui vient un peu nous conscientiser à la signalisation. Bien sûr, notre capsule Urgence Santé. Tout de suite après, le Forum Jeunesse Laval vient nous parler de leurs activités. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, nous allons recevoir le Centre des femmes de Laval et l'Association des sourciers radiesthésistes. Bienvenue à Laval en bref. Service de la police de Laval, j'ai avec moi Stéphane Pilon, qui est maintenant lieutenant. Félicitations. Merci beaucoup. C'est tout nouveau d'hier. C'est nouveau d'hier, effectivement. Oui, vous étiez sergent avant. C'est quoi, techniquement, la différence là, à tous les jours entre un lieutenant et un sergent? Lorsqu'on commence comme patrouilleur, on est agent. Par la suite, on peut passer des examens pour devenir sergent de relève pour commencer à la gendarmerie. Alors, on supervise les appels sur la route. On est sur la route. Et comme moi, là, je suis rendu lieutenant, je vais retourner à la gendarmerie comme lieutenant d'équipe. C'est-à-dire je vais être sur une équipe de travail. Je vais avoir 3 sergents sous mes ordres avec une trentaine d'agents. Wow! Mais c'est difficile, il faut passer des tests, il faut... Oui, c'est des tests qui sont faits à l'École nationale de police. On appelle ça des CAP. Alors, il y a des critères d'évaluation qui nous font passer, puis par la suite, ils soumettent ça à nos supérieurs. Bien, bravo! Mais merci. Ce qui est plate pour nous, c'est que ça va être notre dernière entrevue. Vous allez être occupé à faire autre chose après. Donc, dernière fois qu'on se voit. On peut peut-être se revoir dans le futur. Là. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Je le souhaite bien. Mais là, aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler d'une campagne de sécurité piéton qui a commencé à partir du 2 avril. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails? Qu'est-ce que c'est que la campagne? Oui. Tout le mois d'avril, les policiers vont vérifier les passages piétonniers à Laval. On va commencer cette semaine avec des agents d'intervention communautaire qui vont faire de la prévention, c'est-à-dire qu'ils vont être à certaines intersections sur le territoire de Laval, puis ils vont sensibiliser les piétons à utiliser les feux de piétons pour traverser. Aux endroits où il n'y en a pas, il faut utiliser le feu de circulation, c'est-à-dire le feu vert pour traverser, mais il y a certains endroits à Laval, ça commence à être il y a beaucoup de monde là, qui travaille à Laval, qui vont les centres d'achat, les écoles. Alors, à certains endroits, on a des feux de piétons où est-ce qu'on voit une main ou une personne en rouge là, qui on donne le droit de traverser. C'est ce feu-là qu'il faut prioriser lorsqu'on est piéton. OK. Des fois, il peut... On appuie sur... souvent, on a l'espèce de bouton. Là. C'est un peu le même principe qu'un ascenseur, je vous dirais. On appelle, dans le sens, ça ne va pas arriver plus vite. L'ascenseur ne va pas arriver plus vite lorsqu'on pèse sur un bouton. C'est la même chose pour les feux de piétons. Lorsqu'on pèse sur le bouton, on appelle en disant qu'on va traverser l'intersection. Alors, le temps va être plus long pour les piétons. Fait qu'il y a une personne qui marche tranquillement, une personne âgée ou quelqu'un qui traverse avec une poussette va avoir le temps... C'est plus long de traverser, mais c'est calculé en sorte qu'on puisse traverser. C'est calculé en nombre de pas par rapport à une personne normale qui va traverser. Alors, la personne devra avoir le temps nécessaire pour traverser l'intersection. Si on n'utilise pas le bouton, ça se peut que ce soit juste les feux de circulation qui fonctionnent. Alors là, si on traverse le feu vert, mais on n'aura peut-être pas le temps de traverser à temps. Je me rappelle, quand j'étais petite, je m'amusais que, tu sais, ça dit le temps, 20, 19, je m'amusais à être exact sur le temps. Tu sais, ma mère, quand elle me disait d'aller jouer le trafic, là, c'est ça que je faisais. J'espère que j'étais pas trop jeune. Non, pas trop jeune, mais quand même. Mais tu sais, au moins, on sait qu'on a vraiment le temps. Puis là, je me rappelle, j'y allais tranquillement là, pour réussir à le faire, fait qu'on a vraiment amplement le temps. C'est pas toujours les piétons qui sont la cause d'accidents ou quoi que ce soit là, avec les piétons. Souvent, c'est vraiment les automobilistes qui sont peut-être inattentifs. Oui, dans une étude qu'on a faite en 2010, là, qui a été faite pour les statistiques, on avait environ 174 accidents qui impliquaient des piétons. Mais par contre, c'était seulement 23 piétons qui étaient en infraction. Alors, dans les autres cas, c'était l'automobiliste qui était pas en infraction, mais qui était la cause de l'accident. Est-ce que c'est des accidents graves? J'ai pas nécessairement le nombre là, par rapport à si c'était des décès ou des accidents graves. Se faire frapper par une voiture, c'est jamais agréable. Habituellement, il y a une ambulance qui c'est lieu qui va évaluer là, le piéton, puis souvent, il va être transporté à l'hôpital juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de traumatisme. Donc là, quand vous dites que vous allez conscientiser les gens, c'est de quelle façon? Est-ce qu'on va plutôt donner des tickets aux gens qui traversent au mauvais endroit?
Oui, bien également. Pas nécessairement des constats d'infraction qui vont être donnés. OK. Dans une première phase, comme je vous disais, c'est de la prévention. C'est-à-dire qu'on va expliquer d'utiliser les feux de piétons, on va sensibiliser de ne pas traverser en diagonale, pas traverser aux autres endroits qu'aux intersections. Souvent, on remarque devant des écoles ou des centres d'achat, les gens traversent du bureau au centre d'achat à n'importe quel endroit pour éviter justement de marcher plus longtemps. Ils traversent directement en bordure pour aller retourner au travail ou aller dîner le midi. Oui, des fois, le chemin est loin. C'est ça. un détour. Fait que nous, on va sensibiliser les gens vraiment d'aller vers l'intersection pour éviter les accidents. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir aussi la section sécurité routière qu'eux vont intercepter les gens qui vont être fautifs. Autant automobilistes qui ne respecteront pas les traverses piétonnières ou les feux de circulation, autant les piétons qui ne vont pas traverser soit pas au bon endroit ou durant un feu rouge. Okay. Il y a aussi des passages de piétons qui n'ont pas de lumière ou quoi que ce soit. Est-ce que quand quelqu'un veut traverser, est-ce qu'on doit céder le passage toujours? L'automobiliste doit céder le passage lorsqu'il y a une traverse piétonnière qui est indiquée. Souvent, sur la chaussée, là, on va voir qu'il y a une traverse ou sur le côté du trottoir, c'est marqué passage piéton. Même s'il n'y a pas de feu de circulation ou d'arrêt, l'automobiliste doit arrêter lorsque le piéton s'engage dans l'intersection ou pour traverser le... Il y a un groupe d'âge de gens qui sont peut-être un peu plus touchés par la situation? Dans les études qu'on a faites pour 2011, l'année passée, il y a eu 160 accidents environ. Et la majorité des cas, dans une grosse proportion, c'était entre 16 et 30 ans. Pour quelle raison vous pensez? Bien, cet âge-là, comme vous m'avez dit tantôt, souvent, les gens n'ont pas d'auto. Ils utilisent le transport en commun, ils utilisent le métro, ils sont aux études. C'est plus téméraire aussi? Peut-être la témérité, effectivement. Alors, c'est pas nécessairement seulement ce groupe d'âge-là qu'on va atteindre, mais on parle aussi des personnes âgées. Certains groupes d'âge qui vont être sensibilisés justement à traverser au bon endroit. Alors, on va faire attention sur la route. Merci de vos beaux conseils et bravo encore une fois pour votre promotion. On espère se recroiser bientôt quand même. Ben oui, j'espère bien. Journée. Merci, au revoir. Avec la police de Laval, on a parlé de la sécurité des piétons, mais vous savez bien que sur nos routes, bien, il y a beaucoup de construction, on ne se le cache pas. Alors, avec moi de l'Association des travailleurs en signalisation routière, j'ai Steven Jerkins et Jean-François Dionne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici toutes les deux là, pour nous aider un peu à comprendre là, tous les signes, parce qu'on s'entend que souvent, on est sur la route, puis on voit des drapeaux oranges, on voit toutes sortes de choses, puis on ne sait peut-être pas toujours comment agir. Exact. Et j'imagine que vous avez beaucoup de problèmes avec des gens qui ne sont pas informés là-dessus. Oui, bien, c'est ça le problème qu'on rencontre beaucoup. Il y a bien des gens, premièrement, qui ne connaissent pas les signaux. Il y en a, premièrement, la norme dit qu'un signaleur doit avoir le panneau arrêt lentement. Puis il y a bien des gens, quand ils font l'arrêt, ils pensent que c'est un arrêt comme sur un coin d'une rue, ils veulent tout de suite partir. OK, lorsque dans le fond, il faut arrêter jusqu'à ce qu'on ait une autre indication. Exactement. En arrière du panneau, il y a un panneau qui est inscrit lentement. Et là, l'usager de la route peut partir puis se diriger vers l'autre signaleur. Ah, d'accord. Mais je viens qu'il y a d'autres choses comme ça aussi. Le drapeau, par exemple? Le drapeau, bien, lui, il sert seulement dans des cas spécifiques, soit pour faire acculer des camions dans des chantiers de construction ou encore à des intersections où il y a des feux de circulation. OK. C'est ça, c'est parce que les feux de circulation peuvent être sur le rouge puis il peut y avoir des signaleurs aussi. Ah, mais pas tout le monde a le droit, supposément, d'utiliser ce drapeau-là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de compagnies ou de petites compagnies de construction qui utilisent des signaleurs avec les vestes pas conformes ou encore avec des drapeaux, puis c'est pas réglementaire. Donc, qu'est-ce qui est conforme? Qu'est-ce qui est conforme? C'est vraiment un signaleur avec le panneau comme un brigadier scolaire qui est marqué « arrêt » et lentement en arrière. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas? Non, il faut qu'on l'écoute. Non, mais si c'est pas le bon panneau puis c'est une compagnie... Bien, il faut quand même essayer de voir quand c'est un signaleur qui est en fonction. Le signaleur, premièrement, doit avoir une veste de type couleur... OK, parce que là, vous en avez amené quelques-unes pour nous. Il y en a qui sont conformes, d'autres que non. Oui, exactement. La veste vraiment du signaleur doit être comme ça ici, là. Ce n'est pas conforme. Ça, avec une bande, c'est pour les brigadiers scolaires. Ça, c'est au cinéparc. Non, brigadier scolaire. Les zones scolaires. Les zones scolaires. Puis ici, OK, si on peut remarquer, en arrière, puis même si on l'attache devant, on voit les deux bandes. OK, Donc, deux bandes. ça, c'est un dossard qui est conforme pour le signaleur. Il doit être de cette couleur-là. OK. Avec deux bandes dans le bas. OK. Puis le dernier ici? Puis ça, ici, c'est pas un dossard pour les signaleurs, c'est un dossard pour les installateurs de la signalisation. Le monde qui installe la signalisation, c'est chantiers de nuit ou de jour, qui installe les barils pour fermer des voies. Ça, c'est le type de
d'ossard qu'on doit utiliser. Et ici? Bien, ça, ici, c'est un uniforme que nous autres, on a rencontré le ministère des Transports au mois de janvier dernier. On a demandé au ministère de pouvoir mettre dans ses normes, indiquer que les signaleurs doivent porter un pantalon avec 2 bandes. Un, c'est parce que le signaleur va être plus visible le soir. Puis 2, c'est aussi que c'est un matériel qu'on trouve essentiel pour sur la sécurité des signaleurs. Puis c'est important que le signaleur soit vu aussi du haut, mais en bas aussi. Oui, Puis nous avons aussi proposé au ministère des Transports pour que le signaleur soit un petit peu mieux habillé, puis mieux habillé professionnellement. On a offert au ministère de tester cette polo-là, qui est réglementaire. J'aime ça, un polo. Partout ailleurs au Canada, même aux États-Unis, mais sauf au Québec, n'est pas encore réglementaire. Okay. Nous, on croit sincèrement, l'association, que si le signaleur porterait ce chandail-là, il ferait 2 fois plus attention à son chandail au lieu que la veste, parce que quand on a fini avec, la plupart du temps, on le piche dans la valise de l'auto, tout ça, on ne fait pas attention. Mais on sent plus que c'est comme un chandail. Oui, c'est ça. Puis le signaleur va le porter dès le départ de la maison, puis il va l'enlever à la maison, fait qu'il va l'entretenir mieux, son chandail. Ah, c'est vrai, c'est ça qu'on voudrait plus uniformiser, autrement dit, un port d'uniforme pour les signaleurs que d'avoir seulement rien qu'un dossard, parce que justement, on retrouve aussi du monde d'un cours de centre d'achat à transporter des paniers avec un dossard orange ou jaune. Puis dans le fond, bien, le métier signaleur, c'est un métier qui est important pour la sécurité des travailleurs, des usagers de la route aussi, des piétons, des cyclistes. On retrouve un peu de tout là-dedans. Donc, parlons de l'association. Ça a été implanté pour quelle raison? Bien, justement, pour essayer de demander au ministère de renforcer les normes. Depuis plusieurs années, depuis au moins 2 ans, on a 4-5 décès. Il y a beaucoup de blessés. Oui. On a eu Stéphane Labelle qui est décédé sur la route 117 en rentrant dans le parc de la Véandrie. On a eu Cindy Chabonneau qui est décédée le 1er novembre 2011. Après ça, on a eu un autre signaleur, Amos, qui est décédé au mois d'août, le 8 août. Donc, c'est quelque chose d'assez dangereux. 3 décès en 18 mois. Okay. Oui. Vous, à tous les jours, est-ce que vous sentez qu'il y a un danger? Oui, il y a un danger parce que des fois, moi, je suis un superviseur, premièrement, à mon entreprise. Et puis quand je me dirige des fois aller voir mes employés faire leur métier, il y a bien des gens, premièrement, qui ne font pas les ordres du signaleur. Ils arrêtent puis ils veulent partir. Même une journée, j'ai juste le temps de ramasser un de mes employés par le bras pour pas qu'il se fasse ramasser. Tout de suite là, on aurait pu avoir un blessé, soit une jambe, soit un bras par le miroir ou quoi que ce soit. Ben oui. Fait que donc, c'est quelque chose de dangereux. Il faut que les gens fassent attention. Exactement. Je sais que c'est pas toujours facile avec la construction. On est pressé, on est stressé, mais quand même, une vie... On peut attendre 1 minute ou 2 parce que aussi, qu'est-ce qu'on dit, c'est que ça peut être un membre de la famille qui est devant nous. On dit au monde, nous autres, faites attention, ça peut être un membre de votre famille qui fait le travail. Tu sais, c'est des salaires là, de 15 et 25 $ avec la prime. Les signaleurs, ils font entre 4 et 16 heures par jour au travail. Ah ouais. Le minimum, c'est 4 heures, mais le maximum, il peut aller facilement à 16 heures par jour debout. Des fois, ils n'ont pas de pause de toilette, pas de dîner, c'est très rare qu'ils en ont. Si l'entrepreneur est encore dans les voies, il ne peut pas prendre une pause de 15 minutes. Il ne peut rien faire, le signaleur. Il amène sa glacière avec lui, puis il fait sa job. On a vu ça à Rive-Sud, puis à Montréal, on voit aussi, puis à Laval, des compagnies de construction qui envoient des gars de la construction avec son marteau, avec son casque gris sur la tête, avec une veste de construction, puis stopper la circulation. Non, regarde, t'es pas un signaleur, ça prend des cadres de compétences, c'est pas n'importe qui. On a été formés par un organisme reconnu par le ministère des Transports pour être signaleur. Okay. On a une cour, on a des compétences. On demande aussi aux compagnies de construction, il y a peut-être mieux investir un petit peu plus, mais qu'au moins ton chantier soit sécuritaire, puis que les pénalités, là, quelqu'un qui décède sur un chantier, là, c'est entre 25 000 et 60 000 par année. Puis je sais pas juste ça, c'est que tu détruis la famille de la personne qui est décédée. Comme ça dit Chabonneau, elle était mère de 4 enfants. Ils ont passé l'Halloween ensemble, puis le lendemain, l'Halloween, plus de mère, puis le père se ramasse tout seul à la maison. C'est triste, là. Tout ça, il faut juste faire un petit peu plus attention. Pour que tout le monde soit en sécurité, respecter les règles. Si on veut obtenir plus d'informations sur l'association, avez-vous un site? Bien, présentement, on est appelé à travailler sur la construction sur un site, mais on peut toujours aller sur la page de Facebook. Vous êtes sur le chantier? Oui, non, mais oui, c'est ça. OK. Et on a mis des comptes alentour de notre site Internet. Bien, vous pouvez toujours aller sur le site Internet Signaleurs du Québec. C'est une page de Facebook. Vous allez avoir l'information dessus. OK. Il y a plusieurs aussi. La page de Facebook, en attendant, a fait la page de l'association. On affiche les postes qui sont disponibles. On affiche les informations qui sont importantes.
les très photos bien. aussi, tout. Alors là-dessus, on va pouvoir avoir plus d'informations. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci pour votre travail. Merci. À bientôt. À bientôt. Allons rejoindre Benoît Garneau pour votre capsule Urgence Santé. Alors, la semaine passée, on a pu voir l'équipement de l'ambulance. Ça, c'est l'équipement des soins. Qu'est-ce qu'on a ici en premier? Alors, ça ici, c'est le moniteur défibrillateur. On va s'en servir pour tous les cas de problèmes cardiaques. Donc, mais on va s'en servir sur d'autres cas aussi. Là, la plupart des cas, on utilise le moniteur parce qu'on peut avoir une bonne idée en le partant du taux d'oxygène dans le sang et des pulsations cardiaques. Alors, déjà là, ça va nous donner une bonne idée. Alors, on peut l'essayer même avec vous, Vanessa, si vous voulez. Ça, c'est pour le pouls? C'est pour le pouls. Ah, là, vous avez du vernis à ongles. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais en principe, là, on devrait voir là, le taux d'oxygène que vous avez dans le sang et vos pulsations cardiaques. Alors, ici, c'est excellent. Vous avez 100 de taux d'oxygène dans le sang. Et vous avez un pouls tout à fait régulier, aux alentours de 75-76. C'est des bonnes nouvelles, ça? Félicitations. Merci, merci. Vous êtes en santé. Alors, on s'en sert aussi pour défibriller le cœur. Alors, chez une personne en arrêt cardiaque, souvent le cœur est en fibrillation, donc on va donner un choc, le fameux choc que vous voyez sur la poitrine à la télévision. On va s'en servir pour donner un choc pour pouvoir ramener le cœur à la vie. Qu'est-ce qui arrive si la personne n'en a pas de besoin et qui fait ça? Avec ces appareils-là, on ne peut pas donner de choc si le cœur n'est pas en fibrillation, si l'appareil ne reconnaît pas un rythme défibrillable. Donc, pendant le temps que vous le faites, là, il y a encore le truc sur son doigt, comme ça, si jamais ça recommence à battre normalement, mais que vous ne le vérifiez pas, il n'y a pas de problème. Il faut dire là, que pour pouvoir défibriller le cœur, ça prend des électrodes spéciales qu'on va devoir avoir déjà apposées sur le corps. Donc, avec les électrodes normales, comme pour faire un électrocardiogramme ou uniquement pour voir le cœur, il n'y a pas de danger de choquer à ce moment-là le cœur ou la personne est électrocutée. Et si le taux d'oxygène était trop bas, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'oxygène. Effectivement, on a des bonbonnes d'oxygène, masques d'oxygène ou lunettes nasales qu'on appelle, et on donne de l'oxygène. Il faut descendre en bas de quel pourcentage pour en avoir besoin? Pour en avoir de besoin, il faut être en bas de 92 %. J'étais à 100 donc je suis correct. À 100 donc il n'y a pas de problème. Ici, maintenant, c'est la trousse d'oxygénothérapie. Alors, dans la trousse d'oxygénothérapie, c'est ce qui va servir justement à la réanimation. Donc, on retrouve un ballon masque. C'est avec ça qu'on va ventiler la personne. Alors, le masque va être sur sa tête. C'est bien sûr une personne qui est inconsciente. Et on va assister sa ventilation en pressant ici sur le ballon. Je remarque que vous avez un rythme en faisant ça. Oui, bien, il y a un rythme à suivre, effectivement. Là, si la personne est inconsciente, mais qu'elle a un pouls, alors là, on va le faire une fois aux 5 secondes. Ici, on a une succion portative aussi, si la personne a des sécrétions. On a un ensemble de tubes qu'on peut insérer dans la bouche pour aider, justement, cette trousse-là est faite pour aider à la respiration. Sécrétion, comme s'il y a une grippe vraiment grave, une pneumonie? C'est plutôt lorsque une personne est inconsciente, il y a des sécrétions qui peuvent se ramasser là, au niveau de la gorge et des dangers d'aspiration, d'aspirer les sécrétions dans les poumons. Alors, pour éviter ça, on va utiliser la succion et on va sortir les sécrétions qu'il y a au niveau de la gorge. D'accord. Prochain dossier. Prochain dossier, alors on parle là, ici de la trousse d'accouchement. Ça ici, c'est pour les paramédics, dans le fond, de porter les équipements. Alors, on parle d'une blouse, un masque avec une visière, etc., qu'on va devoir porter lorsqu'on est prêt à accoucher une dame, parce que ça peut arriver qu'on soit amené à faire ça. Et les instruments nécessaires là, utiles à l'accouchement. Lorsque le bébé est né, une petite poire ici pour aller aspirer les sécrétions, des clampes ici pour pouvoir clamper le cordon et couper le cordon ombilical, etc. Et de la literie ici, stérile, pour pouvoir
Et ça, c'est un mini... C'est un... Comme je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle un embu. Alors, c'est pour donner la respiration de la même façon, mais avec un masque vraiment très, très petit, adapté pour les cas de pédiatrie. Et finalement, ça, c'est juste des rappels pour les cas lorsqu'on a des accouchements. De se souvenir là, exactement pour l'Apgar, donc l'apparence, la coloration de la peau, le pouls, si le bébé grimace, s'il y a une activité, y a-t-il du tonus musculaire et enfin les efforts respiratoires que le bébé va faire. Qu'est-ce que vous faites si justement il bouge pas beaucoup? S'il bouge pas beaucoup, alors il faut l'assister, il faut le stimuler et il faut le ventiler au besoin et appliquer la réanimation. On ne souhaite pas que ça vienne là. Mais on est entraîné à faire ça. Les paramédics sont entraînés à agir dans toutes sortes de situations. Et malheureusement, celle-là aussi en fait partie. Et vous avez parlé de couleur de peau. Qu'est-ce qui est normal, pas normal? Rose. La couleur de peau rosée, c'est la couleur qu'on souhaite. Lorsque le bébé est bleu, on est inquiet, très inquiet. Il faut agir rapidement. Puis grimace ou pleure avec force? Alors ça, c'est des signes que le bébé s'éveille, c'est des signes qui sont normaux. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, finalement, on a la trousse à médicaments. Les médicaments, comme je vous ai déjà parlé dans une autre émission, les médicaments qu'on se sert, il y a 5 médicaments, dont l'aspirine et la nitroglycérine pour les cas de problèmes de douleurs thoraciques et douleurs cardiaques. Ensuite, on a les cas, pour des cas d'allergie sévère, on a l'épinéphrine ici dans la seringue. Ensuite, dans les fioles qui sont là, c'est le salbutamol qu'on utilise pour les cas de problèmes respiratoires comme l'asthme, l'emphysème. Et finalement, le glucagon qu'on utilise en injection pour donner aux patients qui sont en hypoglycémie sévère. OK. À quoi ressemble quelqu'un qui est en hypoglycémie sévère? Bien, la personne va être pratiquement inconsciente, ne répond pas aux stimuli douloureux, même aux stimuli verbaux. Donc, pour ces personnes-là, c'est sûr qu'on a le petit appareil à glycémie. On va pouvoir faire une glycémie, une petite piqûre sur le bout du doigt pour voir le taux de sucre dans le sang. Okay. Et si le sucre est très bas, alors c'est à ce moment-là qu'on va donner du glucagon. Est-ce que je peux vérifier la mienne? Bien sûr. OK, alors là, si vous avez peur des aiguilles à la maison, fermez vos yeux parce que je vais me faire piquer. Oui, c'est juste une petite piqûre sur le bout du doigt avec ça pour prendre le taux de glycémie de Vanessa. Voilà, c'est fait. C'est pas plus long que ça. On prend un petit peu de sang. Beau, mon sang. Ah oui. Et voilà. Merci. J'espère que j'ai été sage. 9,7. Alors, c'est bon. C'est pas trop pire parce qu'aujourd'hui, j'ai mangé beaucoup de sucre, donc je me dis que je dois être normale le matin. Oui, oui, tout à fait. OK, tant mieux, c'est bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Yeah. Alors, ça fait pas mal le tour là, de l'équipement que les paramédics doivent se servir à tous les jours. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. J'ai avec moi en studio du Forum Jeunesse Laval la coordonnatrice Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Et ainsi que Yvonne, administratrice, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler du Forum Jeunesse Laval. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Oui, en fait, nous sommes un comité des jeunes, lavallois et bénévoles. On vient des différents quartiers de Laval. Et notre intérêt, c'est vraiment de représenter les jeunes, la jeunesse, et de nous assurer que nos préoccupations, nos intérêts, tout est vraiment pris en considération dans la région. Et de quelle façon est-ce que vous passez à l'action avec ça? Donc, soit on organise des activités, soit on finance des activités qui sont directement en lien avec les jeunes. Donc, il faut vraiment que ça implique les jeunes. Directement. Exactement. Avez-vous des exemples de ces activités-là? Oui, tout à fait. Il y en a des tonnes, à vrai dire. Mais juste pour donner un exemple, on a par exemple la scène 14-25. Oui. Donc, un très beau événement qu'ils organisent et tout ça. Il y a aussi le programme avec les écoles secondaires. Donc, la revitalisation des endroits scolaires et tout ça. Et il y a aussi, par exemple, la Centrale des artistes aussi, qu'on finance.
Donc, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup des exemples. Donc, beaucoup de projets, mais il y a quelque chose en particulier là, dont vous aimeriez parler là, qui concerne le moment présent. Les moments présents... Il y a des inscriptions en ce moment. Ah oui, effectivement, c'est ça. Donc, on est en train de recruter de nouveaux membres. On veut inviter tous les gens qui veulent s'impliquer davantage dans la région à poser leur candidature et faire partie de cette belle expérience qui est... Et quels sont les critères? Donc, les critères, c'est très facile. Il faut juste être âgé entre 15 et 35 ans. Il faut habiter à Laval ou être vraiment impliqué à Laval. Donc, d'accord. On n'est pas nécessairement obligé d'habiter à Laval. Non. Donc, on veut favoriser justement les jeunes lavallois, mais s'il y en a des gens qui, par exemple, sont très, très, très fortement impliqués dans la région... Qu'est-ce qu'on fait en tant que membre? En tant que membre, on se rejoint et on se rencontre à tous les mois. On discute justement tous les enjeux jeunesse. Et lors de ces rencontres-là, justement, on va soit organiser ou soit décider où est-ce qu'on va financer, où est-ce qu'on va mettre notre argent pour... OK, donc vous regardez qu'est-ce que vous aimeriez prioriser. Exactement. Puis... OK, très bien. Et là, les gens de Lavallois, ils ont jusqu'à quand pour donner leur candidature? Oui, bien, ils ont jusqu'au 27 avril, c'est ça? Absolument. 27 avril. Jusqu'au 27 avril, mais toute l'information est sur le site Internet. Et il s'agit juste vraiment de remplir le formulaire et nous envoyer... Qu'est-ce qu'il y a dans le formulaire? Juste des questions normales ou est-ce qu'il y a des questions en développement? C'est vraiment... Essentiellement, c'est vraiment le formulaire. Par contre, on a besoin du CV et aussi d'une lettre de motivation. Donc, c'est dans la lettre de motivation que les membres vont... en fait, les potentiels membres pourraient expliquer le pourquoi qu'ils veulent s'impliquer au sein du Forum Jeunesse. Très bien. Vous avez parlé des enjeux dont vous discutez une fois par mois. Avez-vous des exemples de ces enjeux-là? Oui, bien, par exemple, l'éducation. Donc, on veut vraiment... En ce moment, on sait que c'est très pertinent, oui. Exactement. On touche aussi l'éco-citoyenneté. C'est sûr, toutes les bonnes pratiques éco-citoyennes. Il y a aussi les volets artistiques. C'est sûr qu'on veut aussi mettre l'accent sur la relève artistique lavalloise. Très important. Et une autre chose aussi, c'est une activité nationale de reconnaissance par la participation citoyenne. Oui. Tout ça pour dire que... En fait, un des mandats du Forum Jeunesse, ça concerne vraiment la participation citoyenne, notamment les membres comme Yvonne le font actuellement. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'à chaque année, il y a une activité nationale de reconnaissance de participation citoyenne. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse qui est financée par le secrétariat à la jeunesse, auquel les différents forums, dont le Forum Jeunesse Laval, va embarquer dans cette activité-là. L'idée, c'est vraiment de saluer, de souligner le travail que font des jeunes qui s'impliquent au sein de la communauté, qui vont contribuer au développement de la région. Et en gros, là, en ce moment, on lance cet appel-là puisqu'on veut s'adresser à des jeunes lavallois qui s'impliquent dans leur communauté, dans différents organismes. Et l'idée, dans le fond, c'est que cet appel-là se fait jusqu'au mois de mai. Ensuite, il va y avoir un comité de sélection. Et par la suite, le lauréat ou la lauréate de chaque région va être reconnu au sein du Québec, puisqu'au mois de septembre prochain, à Québec, il y a l'activité nationale. C'est là que ça se passe. Et là, c'est une journée de reconnaissance où, en fait, chaque lauréat va se voir octroyer une bourse de 1 000 $. Wow! Et oui, c'est quand même assez... significatif. OK, j'en veux une. Comment on fait pour participer? Est-ce que c'est encore à peu près les mêmes critères ou il y a autre chose? Non, en fait, ça s'adresse vraiment aux jeunes adultes. Donc, alors que pour être membre, c'est à partir de 15. Ah, 15, OK. 15-35, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour s'inscrire, en fait, il faut avoir 18 ans, entre 18 et 35 ans, habiter à Laval, avoir évidemment, s'être impliqué de manière significative au sein de la communauté dans les 2 dernières années. L'action doit être faite à Laval. Et qu'est-ce qui est différent, c'est que dans le fond, il y a des jeunes, s'ils se reconnaissent dans ça, qui veulent appliquer, ils peuvent le faire. Mais ça fait plus que 2 ans qu'ils font du bénévolat, qui sont impliqués absolument. Mais ça peut être également un organisme qui dit « Ah oui, moi j'ai un bénévole, je pense en tête à un jeune là, qui s'implique vraiment. » Ils se donnent, puis ça serait le fun. C'est ça, bien, ils peuvent soumettre la candidature du jeune. Ah, puis qu'on peut donner la candidature de quelqu'un d'autre, pas nécessairement juste la nôtre. Non, exactement. Ça peut être aussi une sœur, un frère, quelqu'un qui s'implique ou... Bien, en fait, c'est sûr que
c'est un organisme. Ça peut pas être la famille ou la personne. Exactement. Très bien. Alors, avez-vous des exemples des années passées là, qui a gagné? Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, on avait une candidate qui a gagné, qui s'appelait Karine Posé, qui s'est impliquée au sein de la communauté lavalloise. On l'a eu ici en Vous l'avez vu, donc elle s'est vraiment impliquée au niveau de la Jujutec. C'est elle qui a vraiment monté toute l'organisation. Très bel organisme. Et elle faisait beaucoup de bénévolat. Et donc, en fait, c'est ça. Elle a vraiment monté cet organisme communautaire-là. Donc, elle s'était démarquée vraiment au sein de la communauté lavalloise. Très bien. C'est un exemple. Pour terminer, il y a une activité artistique. Là. Je sais que c'est bientôt la fin là, pour donner notre candidature. Oui. Donc, en fait, comme Yvonne l'avait dit, dans le fond, on valorise toute la relève culturelle et la citoyenneté à travers les arts. Donc, je ne sais pas si tu veux continuer au niveau du concours droiticité. Oui, à vrai dire, je n'ai pas tous les détails. Alors, on peut compléter. En fait, les jeunes qui veulent s'impliquer, c'est de 10 à 35 ans, peuvent soumettre une œuvre d'art. Donc, ça peut être un poème, ça peut être justement une peinture. Ils ont jusqu'au 13 avril en allant sur le site www.droiticité.qc.ca. D'accord. Est-ce qu'il y a un site aussi pour le Forum Jeunesse? Oui, effectivement. C'est aussi www.forumjeunesselaval.qc.ca. Voilà. Très bien. On a toutes les informations. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci à toi. Restez avec nous tout de suite après la pause. Votre vitrine communautaire. Cette émission Vitrine communautaire vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire et j'ai avec moi en studio Valérie Letourneau du Centre des femmes. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le Centre des femmes? C'est un groupe communautaire qui a été construit par la communauté. Donc, ce sont les femmes de Laval qui, en 1980, se sont réunies, ont fondé l'organisme. C'est un groupe qui a donc été mis sur pied par les Lavalloises. Et son projet, c'est de soutenir les femmes dans leur cheminement, leur permettre de briser l'isolement. OK. Donc, c'est un lieu de passage, un lieu de transition. C'est un endroit où on peut se réunir entre nous, apprendre, se soutenir pour aller plus loin. Bonne solidarité féminine. Absolument, oui, exact. Et quels sont les exemples des choses que vous faites là-bas? Bon, on fait vraiment toutes sortes de choses. Donc, on fait de l'accueil et du référencement. Les femmes peuvent se présenter quand elles veulent, quand elles ont besoin de soutien, d'écoute. Donc, nous, on est là pour écouter les femmes et leur apporter les ressources nécessaires pour les aider dans leur cheminement. Est-ce que les femmes qui font appel à vous sont un peu en détresse ou? Bien, il y a des femmes qui vivent des difficultés, oui, qui viennent nous voir, c'est sûr. Donc, tout ce qui est écoute, accueil, urgence. Nous, on reçoit les femmes quand elles sont en situation d'urgence, de besoin. C'est sûr que ces femmes-là sont des femmes qui, oui, vivent certaines détresses, la pauvreté, de la violence. Conjugale, des divorces, toutes sortes d'histoires. Exactement. Donc là, nous, on les accueille. Nous sommes... Vous les accueillez. On s'assoit avec elles, on prend un café, on parle. Puis nous, on peut les orienter ensuite vers des ressources gratuites qui sont disponibles dans le milieu. Donc, s'ils n'ont pas un endroit où aller coucher parce que, justement, il y a eu de la violence, quelque chose dans leur couple, vous allez pouvoir les référer. Là. Absolument. Donc, s'ils sont toutes perdues, dans le fond, là, la première chose à faire, ça serait peut-être de vous contacter. Absolument. Et nous, contrairement, admettons, à un CLSC, on accueille toujours sans rendez-vous. Donc, on peut juste se présenter. Parce qu'on ne prend pas de rendez-vous pour se faire battre ou se faire laisser. Non, c'est ça. Ça ne fait pas entre 9h15 et 10h. Ça ne marche pas comme ça. Donc, une chance qu'on vous a. Oui. Vous êtes plusieurs intervenantes? Oui, on est une équipe de 6 permanentes. OK. Il y a à peu près 5 à 10 aussi femmes qui travaillent là, pas de façon permanente, mais continuent quand même. Okay. Donc, avec un peu moins d'heures. Et on a surtout plusieurs femmes qui donnent de leur temps. Bénévoles. Je dirais qu'on a minimum 30 femmes là, qui sont là toutes les semaines pour nous aider dans notre mission, notre belle mission. D'ailleurs, je lance l'appel. On a toujours besoin de femmes, en ce moment, particulièrement au comité d'accueil, justement. Donc, c'est des femmes qui sont là
qui sont là pendant toutes les heures d'ouverture pour s'assurer que quand les femmes arrivent, elles sont bien accueillies avec un sourire, les bras ouverts, qu'elles sont accueillies comme elles sont, sans jugement. C'est une étape très importante dans nos services. Donc, si jamais vous avez envie de donner un petit peu de temps... Très bien. L'appel est lancé. Oui. Vous, êtes-vous intervenante? Oui, comme toutes les travailleuses, je fais de l'intervention. Je fais aussi de la gestion. On est un organisme qui vise l'égalité entre toutes les femmes. Et donc, on a un mode de gestion particulier. Toutes les travailleuses font un peu de tout. Donc, on fait tout un peu d'intervention, on fait un peu de la gestion, puis on fait un peu aussi de l'organisation d'événements. Qu'est-ce que vous trouvez difficile de ce travail? C'est confrontant. Réaliser l'égalité entre les femmes, parce qu'on est un organisme féministe, donc on veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une chose. Mais réaliser l'égalité entre nous, ça aussi, c'est un défi. C'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'il faut aller lutter contre des choses qui sont très enracinées dans notre culture, comme par exemple la hiérarchie. On est habitué d'avoir de l'autorité, de faire affaire à un boss. Nous, on fonctionne sans boss parce que on se dit que, dans le fond, on est toutes égales les unes aux autres, puis il faut qu'on fasse un effort pour réaliser cette égalité-là. Qui, des fois, est peut-être pas C'est pas toujours évident. simple. C'est pas toujours simple. Ça prend beaucoup d'ouverture à l'autre, à la différence. J'imagine quand on travaille avec quelqu'un qui est peut-être moins bon dans quelque chose que nous, on va peut-être avoir tendance à vouloir... Absolument. Tu sais, c'est ça, mais dans le fond, cette personne-là est meilleure que vous en autre chose. Donc, exactement. D'essayer tout le temps de se rappeler ça dans exactement. notre tête. Tu as tout compris. Très c'est exactement important. ça l'affaire. Le travail au quotidien. Oui. OK. Et là, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est le projet Sagesse en action. Oui, en fait, ça a débuté il n'y a pas si longtemps. Ah oui, Sagesse en action. Mais en 55 ans et plus. C'est pour les femmes de 55 ans et plus qui sont nombreuses à Laval. Oui. Donc, c'est un projet qui réunit ces femmes-là parce que ces femmes-là sont des forces vives. Puis, souvent, mettons, rendues à la retraite, on peut être un petit peu plus inactive. C'est dommage. Nous, on trouve ça dommage parce que c'est des femmes qui ont beaucoup potentiel à apporter à notre société. Donc, l'idée avec Sagesse en action, c'est de réunir ces femmes-là puis de leur donner un espace pour qu'elles puissent redonner encore à la société, à la communauté de Laval. Et ça, ce sera à elles de le choisir. OK, donc ça, il se trouve une idée, là, puis il embarque. L'idée, c'est de soutenir la communauté lavalloise dans son développement. Donc, ils peuvent utiliser de leur créativité là, pour partir des projets. Exact. Ah oui, nous, au Centre des femmes, c'est comme ça qu'on fonctionne. L'équipe de travail est toujours là pour soutenir les femmes dans leur développement. Donc, si elles ont des projets, nous, on va leur apporter le soutien au niveau de l'organisation, de la technologie. Encore une fois, référé et tout. C'est ça. Donc là, nous, on est vraiment là pour soutenir les femmes dans leur démarche. Est-ce que c'est un projet qui est limité dans le temps, là, ou c'est pour une durée? Minimum 2 ans. OK. Donc là, la première phase, c'est justement, là, les femmes ont commencé, mais c'est encore le temps de se joindre. Ouais. Elles ont commencé à identifier qu'est-ce qu'elles aimeraient faire ensemble. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est qu'elles ont envie d'intervenir beaucoup pour ce qui concerne la pauvreté des femmes et le vieillissement. L'isolement dans le vieillissement des femmes et... Très important. On en entend tellement parler, puis pas assez même. C'est d'actualité. Oui. Ça nous concerne toutes. On va toutes arriver là un jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour améliorer les conditions de vie des femmes qui vieillissent seules? Parce qu'on sait aussi, nous avons une plus longue longévité que les hommes. Oui. Donc, ce sont le plus souvent des femmes qui se retrouvent seules en vieillissant. Ils sont combien en ce moment là, dans le programme? Je dirais que c'est 8-10 qui sont dans le comité qui est en train de concevoir le projet. OK. Puis est-ce qu'il y a encore de la place? Absolument. OK. Donc, on peut se joindre même si c'est déjà commencé. Ah oui, parce qu'on est au début, là. OK. Comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut tout simplement contacter le centre au 450-629-1991 et demander Maryse, qui est responsable du projet. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un site Internet? Nous avons un Facebook. On n'a pas encore de site web, mais sur Facebook, vous pouvez taper Centre des femmes de Laval et vous allez voir, là, toutes nos activités sont là, les contacts de l'organisme. On va aller voir ça. D'ailleurs, l'émission Laval en bref est rendue avec sa page Facebook. On vous invite également à aller la visiter. Dans la bande recherche Laval en bref, vous allez être capable de trouver ça assez facilement. Alors là-dessus, nous autres aussi, on va pouvoir aller se chercher. Oui, on va pouvoir s'aimer mutuellement, clic. Exactement. Et vous avez aussi d'autres projets qui s'en viennent. Donc, entre autres, vous allez participer à la Journée de la Terre. Exactement. Il y a une initiative citoyenne à Laval qui est le Quartier vert du Marigot.
un nouveau écoquartier à Laval. Et en partenariat avec le quartier vert du Marigot, le Centre des femmes invite la population à participer au Jour de la Terre. Vous avez sûrement vu la publicité à la télévision. Il va y avoir un gros rassemblement. Et donc, si vous voulez vous y joindre, vous pouvez le faire avec le Centre des femmes. Encore une fois, il suffit qu'à nous appeler. OK. Nous, on va se rendre là collectivement. Qu'est-ce qu'on fait pendant le Jour de la Terre? Bien, on prend le temps, finalement, de réfléchir à l'environnement. Là, vous avez vu comme moi qu'il a fait 31 degrés Celsius il y a 2 semaines, à la mi-mars. C'est un peu inquiétant. On le sait, il y a plusieurs choses d'un point de vue environnemental qui sont inquiétantes. Et il y a un mouvement populaire au Québec en ce moment qui travaille à conscientiser davantage. Donc, pendant le Jour de la Terre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps justement de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour protéger la Terre de nos enfants puis des générations à venir. D'accord. Parce qu'autant qu'il faisait 31 degrés, cette nuit, il faisait moins 4. Oui, c'est ça. C'est des Mère Nature est en ménopause. Oui, c'est à force de chaud, elle fait un peu n'importe comment. Oui. Mais Jour de la Terre aussi, il y a une heure où on ferme une minute, je crois, où on ferme les lumières. Quelque chose comme ça. Absolument. Ouais. Pour réaliser, je pense, l'impact de la consommation énergétique. En rien qu'une minute, ce qu'on peut économiser si on ferme tous les lumières. Oui. Je ne sais pas exactement c'est à quelle heure. Je pense qu'on devrait le mentionner bientôt. On va essayer de trouver un peu d'informations là-dessus. Sinon, quelque chose d'intéressant que vous faites aussi, c'est les speed meetings. Bien, ça, c'est une nouveauté. À Laval, parmi les femmes, il y a une grande diversité de femmes à Laval. Il y a également des femmes bisexuelles, des femmes lesbiennes ou en questionnement. Elles ont peu d'espace pour se réunir à Laval. Il y en a quand même 2 ou 3, je pense. Mais le Centre des femmes en est un. Il y a un groupe de soutien et de partage pour ces femmes-là. Et ce groupe est en train d'organiser... les speed meetings. Le speed meeting. Un peu comme du speed dating. Un peu comme du speed dating, mais avec un petit peu moins de pression. Parce que dans le fond, ce qu'on veut surtout, c'est l'occasion de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, voir y a-t-il d'autres femmes comme moi à Laval. Oui, briser l'isolement. Briser l'isolement. Ça a l'air d'être une de vos missions, vraiment, là, dans tous les critères. Là, Et le faire d'une façon festive aussi, parce que c'est le fun, le speed dating. Tu sais, on apprend à se connaître rapidement, donc on peut rencontrer beaucoup de monde. Mais il n'y a pas la pression de trouver l'âme sœur, de tomber en amour. C'est juste, OK, ben regarde, on est dans la même situation, on va devenir des amis, ensuite on verra. C'est ça, on verra ensuite. Plus dans ce genre-là. Et ça va se passer quand? C'est en début mai. Là, on vient tout juste de décider qu'on allait organiser ça. Donc, c'est un scoop aujourd'hui. Mais on n'a pas encore la date. Mais quelle bonne idée, pareil. Oui, c'est quand même chouette. Mais pour rester informé, là, on peut aller sur votre page Facebook. Là-dessus, on va pouvoir avoir les détails peut-être de la date ou même, encore une fois, téléphoner au numéro que vous nous avez donné tout à l'heure. Téléphoner, c'est une bonne idée. Vous pouvez vous mettre tout de suite en liste pour l'événement. C'est une activité... Est-ce que c'est payant? C'est pas payant que je sache, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est pas encore tout attaché. Il faut rester à l'affût. Exact. Très bien. Vous avez autre chose à mentionner aussi? Oui, je voulais mentionner rapidement nos 4 groupes de soutien. On a le seul groupe à Laval pour femmes ayant des comportements violents. Donc, les femmes, oui, sont victimes de violences conjugales, mais il arrive aussi que nous, comme femmes, on ait des comportements violents. Ça peut être difficile à gérer. Donc, nous, on a un groupe, c'est le seul à Laval, il y en a seulement 3 au Québec, où on apporte du soutien par rapport à ça. Donc, il va y avoir un nouveau groupe probablement l'automne prochain. Si ça vous intéresse, encore une fois, appelez-nous et mettez-vous en liste. Il y a un nombre limité de places. C'est gratuit, comme toutes les activités au centre. Pas de jugement là, quand on arrive là, comme non. vous dites, vous accueillez toujours les gens. C'est un groupe anonyme. Donc, quand on participe à ce groupe-là, les autres femmes qui participent aux activités ne nous voient pas. C'est vraiment confidentiel. Ah, OK, très bien. Comme le groupe pour femmes lesbiennes et bisexuelles, d'ailleurs. Ça aussi, c'est confidentiel. Et il y a un groupe ouvert tous les 2 vendredis soirs sur 3. Le vendredi soir. Souvent, le vendredi soir, c'est plutôt festif. C'est la fin de semaine qui commence, on a envie de se réunir. Des fois, on est seul. On a la pression de la semaine de travail. Là, on a le coup de tout relâcher ça, s'amuser un peu. Donc, au Centre des femmes, on est ouvert le vendredi soir. On a un groupe de partage le vendredi soir où toutes les femmes sont bienvenues, sans inscription. Si tu as envie de briser ton isolement le vendredi, jaser avec d'autres femmes, c'est vraiment un moment merveilleux. Tous les âges, toutes les orientations, toutes les races, peu importe, tout le monde ensemble, tout égal. C'est à quel endroit, la Maison des femmes? 69 8e rue à Laval. Donc ça, c'est tout près du métro Cartier. OK. Donc c'est près de l'intersection. On est quand même dans le centre. Oui. Donc, c'est accessible pour tout le monde. C'est très accessible. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance dans les événements. Merci.
Maintenant, pour vos nouvelles, encore une fois, cette année, la Ville de Laval organise une vente de livres usagés. Le tout aura lieu à l'Aréna Cartier, qui est au 100 Montée-Majeure à Laval-des-Rapides. Alors, ce sera vendredi le 11 mai et samedi le 12 mai. Pour plus d'informations, le 311. Aussi, il y a un tout nouveau salon international du timbre qui sera le 12 et le 13 mai 2012 à la Place des Aînés. Alors, il y aura plusieurs collectionneurs sur place. Vous allez pouvoir vous familiariser avec tous les types de timbres. Alors, on vous attend là. Encore plus. T'es très intuitif. Continue. Ah oui. Ah oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Continue. Plus. C'est pas mal bon parce qu'elle a le cuivre à côté de sa main. Oui. Je suis vraiment contente d'avoir ici en studio M. Richard Roy et Mireille Blanchette. Bienvenue. Bienvenue. Alors, vous êtes ici pour me parler d'un sujet que je trouve vraiment excitant, passionnant. J'ai hâte d'en avoir des détails. En fait, vous organisez un salon des sourciers et radiesthésistes. Qu'est-ce que c'est la radiesthésie? La radiesthésie, c'est un mot qui a été inventé par le père Boilly. Boilly, qui est de France, à Calais. Lui, au lieu, il cherchait de l'eau parce que ça vient de la base de sourcier. Puis sourcier, on disait que ça préoccupait seulement à trouver de l'eau avec les baguettes, trouver des choses comme ça. Okay. Et le père Boilly, il a commencé à travailler avec des médecins. Et avec les médecins, il trouvait à quelle place il y avait un mal. Fait qu'il prenait son pendule, puis il allait à la planche anatomique, puis il regardait si c'était telle chose. Puis ça, il cherchait les remèdes. Puis ça arrêtait sur... Puis quand ça tournait ou ça arrêtait, il disait « ça, c'est bon. Non, ça, OK, ça, c'est bon. » Fait qu'il a commencé à dire, pour reconnaître ça plus scientifique ou plus acceptable, il a fait le mot radiesthésie. Qu'on dirait que c'est un terme médical. C'est comme un terme médical, mais ça vient d'un mot grec qui fait radius, qui était le rayonnement, tout objet rayonne. Et thésis, c'est la sensibilité d'être capable de capter cette vibration-là ou cette énergie-là. Fait que lui, il a marqué radiesthésis, ça fait un mot plus scientifique pour certaines personnes. OK. Là, vous dites qu'avec le pendule ici, là, en tournant, il est capable de savoir si ça va bien ou ça va pas bien. Oui. On sait que ça va bien parce que ça tourne d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. OK. Donc, vers les aiguilles de la montre, c'est oui, donc bon. C'est une convention que de l'autre lui donne. Oui. Ouais. Quand que les gens, si on rappelle, on parle des aiguilles, on regarde en campagne, puis en ville, les gens ils prenaient, ils disaient à la fille, bon, ils faisaient combien tu as d'enfants près de la main de la jeune fille, puis ils disaient, bon, tu as un. Pouvez-vous me le faire? Savoir combien d'enfants je vais avoir? La main droite? OK, pas de différence. OK. Là, on veut savoir combien d'enfants tu vas avoir. Oui. Un enfant. C'est ce que je veux, en plus. Tant mieux. Parce que les gens, ils faisaient ça qu'une aiguille. C'était une aiguille. Puis là, c'était la même chose. Quelqu'un qui est enceinte, dans le bébé, il demandait est-ce que c'est un garçon? Puis là, ça tournait. Là. Ça, c'est un garçon. Côté gauche, c'était le garçon. Côté droit, c'était une fille. Dépendamment de leur conjoint. Fille ou garçon? OK. Le bébé, tu vas voir, est-ce que c'est un garçon? Oui. C'est un garçon? Oui. Ah. OK. Dommage. Non, pas dommage. Il n'y a pas de dommage là-dedans. Parce que tu l'as une fille. Oui. Mais c'est juste pour dire que à travers le temps, au début, on parlait de sourciers. Et même nous, quand on s'appelait l'Association des sourciers 20 ans passés, et on a changé pour radiesthésie parce que... Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Okay. Mais, excepté, ça couvre plus de sujets. On aborde plus de sujets qu'on abordait avant. C'est pas seulement trouver de l'eau. OK. On est capable de trouver d'autres... donnez-moi des exemples. En santé. Okay. On peut s'en servir en santé. On peut s'en servir pour rechercher des gens. On peut s'en servir pour plein de trucs. Si on veut voir des perdus. Des perdus. Oui. Avec une map, là. Oui. Les animaux perdus. Les animaux, oui, justement. Oui. Il y en a que c'est comme tout sujet, il y a toujours une bémol, tout le monde peut dire ça. C'est plus qu'on se pratique, plus qu'on est bon. C'est que moi, je donne toujours l'exemple de Wayne Gretzky, s'il est bon, ou Crosby, ils sont bons au hockey. C'est qu'ils ont joué au hockey tout le temps, 12 mois par année, pendant des années. Oui. C'est pas le premier matin qu'il est rentré puis dit il y a un don naturel. Non, le don naturel... Oui, qu'est-ce que ça prend? C'est une concentration? C'est une sensibilité? Est-ce qu'on est né avec ça? Est-ce que ça... Tout le monde là. Tout le monde là, mais il y en a qui l'ont plus ou moins. Exemple simple de ça, c'est que
comment tu as fait pour choisir les gens qui sont mariés? Comment ils ont fait pour choisir une personne qu'ils ne connaissaient même pas, puis qui dit, veux-tu me marier? Veux-tu rester avec moi? Comment ça a commencé? Ça a commencé comment? Il y a comme, j'étais un peu gêné quand elle est là, j'étais un peu... Donc, l'amour est un exemple que ces sensations-là existent. Comment expliquer ça? Notre ressenti. Des gens qui ont fait des diplômes universitaires, tu leur demandes, une fois qu'ils me disent, on ne croit pas là-dedans, je dis, vous avez fait des études, même médicales, peu importe. Comment vous avez fait? Quel test ça vous pris? Quel examen vous faites pour valider si c'était la bonne personne pour vous? Bien, aucun. J'ai dit, écoutez, vous vous mariez avec... Il n'y a rien scientifique, mais c'est des scientifiques. Puis tu dis, vous avez choisi... ils disent les hormones et tout, mais là, quand même... Mais comment tu fais pour les voir? Tu les vois pas? Tu les vois pas. Sur combien de milliards de personnes? Puis là, il dit, écoute, puis les gens, je pousse la remarque, je dis, tu étais diplômé, tu étais universitaire, peu importe le métier que tu avais. Et quand tu étais la première fois rencontrer les beaux-parents, j'ai dit, ça se peut-tu que tu suintais beaucoup, puis tu étais très nerveux. Il me semble quelqu'un qui est sûr de lui, puis quand il arrive là, il a les genoux mouillés un peu, il a tremblé un peu, puis il est un peu sécure. C'est drôle, hein? Oui, c'est vrai. Puis c'est comment expliquer que quand elle est là, tu t'as fait la même personne. Tu dis, puis c'est vice-versa. Il est tout mou à l'intérieur. Fait que la radiesthésie sourcilier, si on la regarde au début de la colonie, qu'on regarde au Canada, les gens qui sont arrivés ici, ça peut être un marchand, un pêcheur, un charpentier, un maçon. Il y a eu beaucoup de curés ici au Québec, des religieux, religieuses qui s'adonnaient aux pendules pour trouver de l'eau. Docteur Jeté, entre autres. Monseigneur Jeté, qui est un exemple classique, qui est évêque de Joliette, a donné des cours aux élèves à l'école, au séminaire. Il y a beaucoup de ces choses-là qui se perdent, hein, parce que j'ai vu aussi que dans le temps, là, les médecins utilisaient l'astrologie. Maintenant, tout ça, c'est un peu mis de côté. Hein? On dirait que dans une société où d'habitude, il y a de moins en moins de tabous, on dirait que celui-ci fait qu'empirer, dans le fond. Mais ça revient. Ça revient. Ça revient. Mais les gens veulent. Mais c'est un temps que ça fait... Ça monte, ça descend. C'est tout le monde. Comme les gens vont croire à aller voir des dieux de Bonaventure, vont se faire les cartes, les tarots. OK. Ça, c'est pas la même chose. Ça fait toute partie de la même... On peut dire pas de la même science, parce que c'est pas une science. Les énergies subtiles. Il y a des gens qui disent comment ça se fait qu'une voyante va dire des choses que personne ne savait, puis elle ne sait pas. Elle dit, il y a une voyante qui a dit à ma mère exactement à la date qu'elle allait se divorcer, vendre sa maison. Tout est arrivé pile. Fait que, tu sais, dans ce sens, c'est sûr de ne pas y croire. Moi, je dis ça de même, mais tu sais, tout le monde a sur leur opinion, là, mais Et c'est pour ça que quand on a baptisé ça, l'Association des radiesthésistes, c'est pour permettre à tout le monde de différentes sciences, de différentes préoccupations, de venir étaler comme le feng shui, le yoga, il y a tous les mantras. Donc, dans le salon, on a à peu près tout qui se rejoint ensemble. Tous les gens qui s'adonnent à des sciences qu'on peut dire occultes, parce que c'est pas scientifique, c'est pas un laboratoire, mais il y a des gens qui ont développé des talents, ils ont développé des connaissances, comme la chromothérapie. Il y a avec des plantes, c'est-à-dire les couleurs, les choix des couleurs. Les gens vont dire, vous deviez porter telle couleur. L'effet psychologique de la parce que des couleurs, il y a des gens que tu leur dis, vous allez à une entrevue puis vous devez impressionner quelqu'un, mettez-vous un peu de rouge. Le rouge nous influence. Là, on dit que l'orange, c'est la couleur de la saison. Qu'est-ce que ça donnerait, l'orange? L'orange, c'est pour les commerces. Quelqu'un qui veut vendre un produit va mettre du orange. Ah! OK. C'est ça. La couleur, on dit que des fois, la couleur de la guérison, c'est le vert. OK. Ensuite, chaque couleur les chakras ont chacune couleur. Les 7 chakras ont chacune une couleur spécifique. Oui. Vert. Indigo. Rouge. C'est ça que je Rose, le plexus solaire. OK. Le cœur, c'est-à-dire, c'est rose. Les gonades qu'on appelle, c'est orange. Et la base, c'est le noir. Le rouge. Le rouge. Le jaune, c'est le plexus solaire. Les émotions. Le soleil, qu'on appelle. Oui, c'est ça. OK. C'est tellement intéressant, ces choses-là. Donc là, le salon, ça va avoir lieu à quel moment? C'est le 2 et 3 juin prochain. OK. Ça se fait depuis 3 ans au Centre culturel Boisé-Papineau. C'est-à-dire, du Boisé-Papineau, au 3235 boulevard Saint-Martin-Est. Tout près. Tout près d'ici. Et c'est ça, c'est le 2 et 3 juin. C'est le samedi de 9h à 17h.
Et de 19h à 21h30, on a une soirée récréative. Puis en plus, cette année, on fête notre 20e anniversaire de fondation. Oui! Alors, félicitations! C'est bien! Non, vous êtes dans quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que vous sentez bien. Oui, mais c'est grâce dure. à Richard, tout ça, parce que c'est notre fondateur. Oui, mais c'est pas juste moi. On était des personnes qui se connaissaient pas, qu'on se donnait rendez-vous pour parler de notre passion, puis on dit, bien, ça serait agréable si on peut en rencontrer d'autres. Ben Ou des gens parlaient des roues d'énergie, parlaient des chakras. Chacun il y a tellement de choses intéressantes là-dedans. Ça va de bon sens. Alors, à chaque mois, on a une rencontre, puis on met en commun des différents sujets. On traite de différents sujets. C'est-à-dire que c'est jamais la même chose. On ne parle pas toujours des puits. Mais chacun a ses intérêts aussi. Il y a, comme partout ailleurs, il y a des gens qui sont des charlatans. Nous, on essaie de trouver des gens qui sont vraiment, qui ont fait leur preuve, qui sont des gens honnêtes, des gens intègres. Puis on partage l'information. Puis la partie que j'adore de ce qui est toujours marqué, c'est qu'on respecte les gens. Disent, moi, je ne crois pas là-dedans. Puis c'est correct. Ah, il faut. Puis il n'y a pas d'obligation, rien. C'est pas une secte. Il faut dire aux gens, tu crois que tu prends ce que tu veux, puis laisse le temps d'évoluer. Puis si tu dis... La curiosité, on s'amuse, on regarde. Oui, bien, c'est qu'au salon, on a toutes sortes de kiosques. On va avoir des kiosques qui vont aller vers la santé, des gens qui vont nous apporter leurs produits santé. Après ça, tu peux avoir, comme on en a sur quelqu'un qui fait du feng shui. Après ça, tu vas avoir des gens qui vont vendre des pierres. Des pierres. Oui, des pierres. et aussi, bien, c'est sûr qu'on a notre gamme de radiesthésistes, de sourciers qui vendent leurs produits. Vous avez amené toutes sortes de choses. Il faudrait l'expliquer, la façon que ça fonctionne, ça, là, ici. Là. Ça, c'est Richard. C'est que c'est... Peu importe on disait que c'était de la cope. Ici, c'est du métal. On fait juste le thé de cette façon-là. On lui dit, dis-moi oui. Et tu dis oui, 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 continue, oui. Encore plus. Alors, toute l'information que tu me donnes de ce sujet-là, c'est que toi, tu es... que tu as une sensibilité à recevoir la partie. C'est-à-dire que pour toi, c'est plus facile de te laisser aller parce que bien souvent, les gens ont peur. Si moindrement, ils ont ça, puis les gens disent, ça se met à bouger. Là, ils croient que c'est un esprit ou pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui sont craintifs, qui ont peur. C'est ça. Et les autres outils, si on regarde ici, c'est... tu peux prendre ça là, ça va être plus facile. On les prend des mains. Comme pour ne pas briser de branche, comme ça. OK. Là, tu mets tes mains dessus. OK. Et là, on fait juste mettre une pression. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? C'est comme une branche d'arbre. Au lieu de couper une branche d'arbre, on prend des outils de nylon qui se brisent moins facilement parce que bien souvent, alors on fait que lui demander « dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui », dépendamment de la personne. Comme pour moi, c'est ça, et pour toi, ça monte. Chacun a son propre codage. Alors, quand tu demandes, pour moi, quand je demande, bien, est-ce que je veux chercher une veine d'eau, une source d'eau, quelque chose comme ça. Ça va indiquer? Ça va indiquer, ça va me dire, oui, quand je vais marcher, quand ça va tomber, j'arrête là, c'est l'endroit. Pourquoi on cherche l'eau? Bien, c'est parce que présentement, nous autres, en ville, on oublie ça, mais les gens qui viennent de campagne, on n'a pas d'aqueduc. OK. Et ça prend de l'eau. Des fermes, ça prend de l'eau. Même les maisons les plus isolées ont besoin d'eau. On ne peut pas prendre l'eau des ruisseaux parce que l'eau n'est pas tellement de qualité. Alors, ça nous prend des puits. Ça nous prend des puits à côté de la maison, de l'eau potable qui va couler à la longue, en quantité suffisante. Alors, on n'a pas le choix de demander à un foreur de venir. Il va dire à quelle place vous voulez, là. Oui, préviens, creuse. Puis il dit, il n'y a pas d'eau. Ben oui, mais il n'y a pas d'eau là. Si vous aviez creusé là, il y en aurait. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses intéressantes. Il y en a pour tous les goûts à ce salon. Alors, on invite bien sûr la population à se rendre, que ce soit par curiosité ou autre chose. Il y en a encore une fois pour tous les goûts. Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir. Merci. J'aurais aussi voulu mentionner d'aller voir sur notre site pour avoir plus d'informations pour le salon. Oui, allons-y. Oui, c'est www.radiesthésistes.org. Et à ce moment-là, bien, on va pouvoir rester à l'affût de tous les détails, les informations. Pour notre salon du 2 et 3 juin prochain. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci à vous tous à la maison d'avoir été là avec nous. Merci bien sûr à nos invités, à nos collaborateurs, la Ville de Laval. Alors, si vous désirez obtenir plus d'informations ou soumettre vos commentaires, le tout est possible, soit par téléphone 450-973-8005, aussi par courriel à info@tvrl.ca. Alors, c'est ce qui conclut l'émission. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine.